Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est ensemble jusqu'à midi, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas également à réagir sur nos réseaux sociaux. On va tenter de se mettre d'accord autour de la table. Nos débatteurs, je vais vous les présenter dans un instant. Nos sujets aujourd'hui, la loi sur la fin de vie qui arrive à l'Assemblée. Un texte victime, rappelons-le, de la dissolution qui devrait normalement être mis au vote d'ici la fin du mois si tout va bien. Un texte qui divise même au sein du gouvernement, alors que la société est prête. Comment arriver à trouver une issue à ce projet de loi? Au Rassemblement national, a-t-on déjà tourné la page de Marine Le Pen avec ce sondage IFOP fiducial pour Le Figaro à lire ce matin dans les colonnes de notre confrère ou sur sudradio.fr? Les Français ne la voient plus candidate. C'est à vous aussi de nous dire. Marine Le Pen qui décroche au profit de Jordan Bardella. Pour Terra Nova, sans les travailleurs immigrés, une partie essentielle de notre économie s'arrêterait, ou plus précisément, notre modèle social ne pourrait plus exister tout simplement, puisque selon le Terra Nova, donc c'est un think tank plutôt classé à gauche, il faudrait entre 250 000 et 310 000 travailleurs étrangers chaque année d'ici 2050 pour pérenniser notre modèle social. Est-ce réaliste? Et puis Gérald Darmanin qui veut désengorger les tribunaux et propose notamment un plaidé coupable en matière criminelle. On parle même d'un Big Bang de la justice voulu par le garde des Sceaux. Et je salue, puisqu'on parle de justice, Jean-Claude Beaujour qui vient de s'installer. Bonjour Jean-Claude, premier débatteur, avocat, président du Forum Transatlantique. Mathieu Bachalone, bonjour. Bonjour Christine. Président de M2B Conseil Communicant. Julien Aubert, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Valmy, ancien député. Et Mehdi Raïch, bonjour Mehdi. Bonjour. Analyste politique. Vous êtes tous là pour démarrer cette semaine ô combien capitale. On va commencer d'abord, avant de rentrer dans les débats, par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Claude, je me tourne vers vous parce que vous démarrez la semaine avec un coup de cœur, comme on dit, on fait comme ça. Un coup de cœur sur la... Oui, justement, comme on va aborder des questions difficiles, on a parlé de fin de vie. Ouais. Moi, j'ai envie de parler de la vie tout simplement. Et puis, donc samedi s'ouvre la 21e édition de la nuit des musées européens, au cours desquels nous concitoyens auront la possibilité de visiter un certain nombre de musées. Il y en a 3000 en France, de musées à travers le pays. Venir en amis, en famille, c'est gratuit, je le précise, sur le site du ministère de la Culture et dans les différentes régions. Vous pouvez, quelle que soit votre région, trouver la liste des musées. C'est un double coup de cœur parce que tout d'abord, la culture est un élément, me semble-t-il, aussi de construction du récit national, de l'union, une forme de communion nationale. C'est l'occasion de nous rapprocher, c'est l'occasion de sorties en amis et en famille. Vous voyez, on a parlé de tout ce week-end, et je sais qu'on parlera dans la semaine des rodéos, de tout ce qui ne va pas, de la violence. L'élément culturel peut être un moyen aussi, à côté de la répression, à côté de la sanction, de prévenir ces phénomènes de violence. La particularité de cette année, c'est que cette nuit des musées européens rentre dans le cadre du plan culture et ruralité. Donc toutes les régions seront concernées, et en particulier un tout petit coup de cœur pour une île qui est au bout de la France, qui est l'île de Marie-Galante, dans l'archipel de la Guadeloupe, où il y aura effectivement également un musée, un écomusée, et il y aura des traditions, des danses, des expositions tout au long de cette soirée de samedi soir. Voilà. Allez, Nicole, à tous, là. Le dernier musée que vous avez visité tous? Eh bien, moi j'étais à Amman en Jordanie, j'ai visité le grand musée d'Amman. Voilà. Moi, c'est le musée du Louvre que j'ai fait découvrir à mon enfant de 6 ans. On est allé voir les principales œuvres. Et alors? Verdict? D'un enfant, je pensais qu'il tiendrait 20 minutes, il a tenu 1 heure. On a vu Jéricho, on a vu la Joconde, on a vu, voilà, et absolument. Ça le marque. Moi, je pense qu'il faut accoutumer très tôt à la culture. C'est important, parce que c'est pas après que ça vient. Ouais, les musées sont je fais souvent le Louvre, parce qu'il est tellement immense que c'est... Vous êtes à Paris, c'est l'avantage. Ouais, oui. Moi, je fais souvent le Louvre, et j'adore le Déluge de Girodet. C'est mon tableau préféré, donc j'y vais souvent. Moi, le dernier musée, je pense que c'était le musée Guimet, donc à Paris aussi, musée des arts asiatiques, avec ma fille qui est un petit peu plus âgée, qui a 9 ans, et qui a tenu aussi dans ce musée. Je suis d'accord avec ce que disait Julien, c'est très important. La culture, comme disait Malraux, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ça permet de relativiser aussi toutes les
les débats que nous pouvons avoir ici. Et puis ça permet de lutter contre l'ignorance, les fausses croyances, la perte de confiance en soi. Je pense que vraiment, et vous voyez, on a souvent dit que la culture était plutôt de droite ou plutôt pour ceux qui ont les moyens. C'est vrai que j'insiste sur le fait que beaucoup de musées sont gratuits un jour de la semaine, qu'il y a vraiment un grand plan musée culture ruralité et n'hésitons pas et poussons à tous ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller, poussons les portes des musées. Il y a des petits musées partout. Oui, moi je vais faire un petit coup de cœur parce que je l'ai découvert l'année dernière justement avec la nuit des musées. C'est à Bédarieux, au-dessus de Béziers, le musée de la Sonnaille. On a découvert ça par hasard. De la Sonnaille. De la Sonnaille. Le musée de la cloche. Voilà, parce qu'il y a une histoire autour des cloches. Les cloches dans les troupeaux, les cloches dans les églises, les cathédrales, les bourdons, comment ça fonctionne. Voilà, il y a plein de comme ça d'histoires assez drôles et qui remontent aussi et qui font partie des traditions. Mais c'était mon petit coup de cœur, moi, si vous permettez. Voilà. Vous faites comme chez vous. Dans l'Hérault. Je fais comme chez moi, absolument. Eh bien, tenez, Mehdi, qu'est-ce qu'il nous reste 3 minutes. Mehdi, là, un coup de gueule sur une sortie de Monsieur Wauquiez. Oui, sur le duel, le débat Wauquiez-Manuel Bompard. Ouais, qu'il y a eu hier sur BFM, et j'ai trouvé le débat assez pauvre et je le trouve très symptomatique. Alors resituez-le pour les personnes qui l'auraient peut-être pas vu. Eh bien, hier, il y a eu une confrontation organisée sur BFM entre Manuel Bompard et Laurent Wauquiez sur finalement l'actualité politique qui y est arrivé cette semaine. Et donc c'était un débat présenté comme le grand débat à suivre. Et je l'ai trouvé particulièrement pauvre, autant sur le fond que sur la forme. C'est très rhétorique. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'on ne forme plus assez les personnalités politiques. Ça montre aussi un vide qu'il y a à ce niveau. Et ça, moi, en tant que simple citoyen, ça m'inquiète de me dire, finalement, je les vois, je vois que la présidentielle va arriver. Je sais que la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme, une personnalité politique et une nation. Du moins, c'est le destin que l'on veut présenter. Et je me dis, mais en fait, personne n'a d'idée. Il y a très peu d'idées sur le fond, c'est très rhétorique, ça ne construit sur rien, c'est seulement de la posture. Et je me dis, en tant que simple citoyen, mais pour qui j'ai envie de voter ? Finalement, il n'y a rien à gauche. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui incarne un peu quelque chose, mais je me dis, pour l'après Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura pas non plus quelque chose de très important. Et à droite, je me dis que c'est la même chose. Je ne vois pas Laurent Wauquiez incarner quelque chose. Alors vous parlez de personnalité, mais vous dites sur le fond, quelle que soit la personnalité, c'est creux. Oui, c'est creux. En fait, on construit tout sur du vide. C'est vraiment beaucoup de rhétorique. Et il n'y a pas d'idée qui est véritablement exposée. Et moi, ça me gêne. Pourquoi est-ce creux C'est très creux. Hier, par exemple, il y a eu Laurent Wauquiez reprend Manuel Bompard sur la retraite à 60 ans en Autriche. Et ça intéresse qui ? Concrètement, on construit sur quoi ? Si c'est juste une exposition d'idées factuelles, binaires, je ne vois pas à quoi ça sert. Monsieur Aubert. Non, alors moi, j'ai pas suivi le débat. Je pense que Laurent Wauquiez a des idées, mais c'est vrai que, premièrement, le débat politique est totalement... ils en ont tous les deux. Oui, alors, je m'avancerai moi, mais je pense que Laurent a... il a ses défauts. Peut-être que débattre avec Manuel Bompard, qui est plutôt dans la caricature, pour moi, n'aide pas à élever le débat. Mais non, il est déjà à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas caricatural. C'était une proposition, mais effectivement, c'est l'un des sujets, c'est qu'aujourd'hui, on est moins dans l'analyse de la société ou dans un projet de pays que dans des propositions, et si possible des propositions qui permettent de passer le mur du son, d'où des polémiques, d'où du buzz, d'où le fait qu'avec le temps disponible dans les médias, on est obligé de comprimer, parce qu'en fait, ça embête tout le monde de suivre un débat de 2 heures. La réalité, c'est que je le rappelle, quand j'étais le débat Chirac-Jospin, c'était terrible, c'était long. Donc on fait un débat en une demi-heure, mais un débat en une demi-heure, qu'est-ce qu'on peut véritablement développer comme pensée politique ? C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai créé l'Institut Valmy. J'en profite pour faire un peu de pub. Voilà, parce qu'il faut effectivement réfléchir au fond. Mathieu, rapidement. Alors moi, j'ai regardé ce débat. J'aurais mieux fait de pas le regarder aussi, parce que je suis d'accord avec ce que disait Mehdi. Vous avez perdu votre temps. Oui, alors en plus, il y avait toute une éditorialisation très bizarre autour, parce que le format était curieux. C'est-à-dire en fin d'après-midi, un dimanche, faire ce débat entre deux personnalités. Grand week-end prolongé de personnalités qui sont pas forcément dans l'actualité, tout au même niveau, toutes les deux, avec ce débat vendu comme un match, comme un duel, et on voyait que chacun balançait ses éléments de langage sans réellement débattre l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, le pauvre Benjamin Duhamel avait beaucoup de mal, parce que plusieurs fois il a dit, n'oubliez pas que vous devez débattre. On va dire que c'était un gros week-end prolongé et qu'ils avaient peut-être la tête ailleurs. Les éléments de langage ont fait beaucoup de mal à la politique, je trouve. Mais oui, voilà. Mais c'est vraiment que de la communication. Les gens, je pense. Ce n'est que de la communication. Ce n'est rien d'autre. C'est fait pour le suiveur, le follower, mais ce n'est pas fait pour le
pour le commun des mortels, le citoyen. Ici, on parle vrai, mais là, c'est moi qui vous dis qu'il va falloir faire l'info de 11h et on va se retrouver juste après avec vous quatre pour tenter de se mettre d'accord. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de Mehdi Raïch, analyste politique, Julien Aubert, président de l'Institut Valmy et ancien député, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, et Mathieu Bachalone, communicant, président de M2B Conseil. On va revenir sur le débat qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale sur le texte, le projet de loi qui a été scindé en deux, sur la fin de vie. On va parler aussi de cette enquête de Terra Nova qui estime que pour sauver le modèle social français, il faudra faire venir des immigrés d'ici 2050. Le sondage qui donne Marine Le Pen en décrochage au profit de Bardella. Et puis Gérald Darmanin qui veut désengorger les hôpitaux, notamment avec une proposition du garde des Sceaux, un plaidé coupable en matière criminelle. On continue notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Mathieu, un coup de gueule. Oui, tout à fait, un coup de gueule sur une marche, une manifestation qui a eu lieu à Paris le 9 mai. Ils appellent ça une marche, en tout cas une marche d'extrême droite, enfin même d'ultra droite, qui a eu lieu dans les rues de Paris comme chaque année quasiment. Alors je rappelle le contexte, le préfet de police avait souhaité interdire la manifestation, mais le tribunal administratif, quelques heures avant, a finalement autorisé cette marche qui s'est donc déroulée en plein cœur de Paris, où des familles, des habitants ont vu arriver 3000 nervis tout en noir, casqués, cagoulés, avec des drapeaux à croix celtique, avec des tambours qui rappelaient ceux de la Hitlerjugend, donc des jeunesses hitlériennes et tout ce type de... Moi j'appellerais pas ça du folklore, parce que certaines personnes disent du folklore, mais enfin qui étaient Rémi Féraud, Céline Hervieux, décontenancés en disant Paris, on aimerait bien que ces personnes-là n'étaient pas les biens. Manifestations ayant malheureusement été autorisées. Voilà, et un peu, ces élus étaient démunis. Ouais. Je comprends leur désarroi. Qui veut réagir à cette manifestation qui a fait beaucoup réagir ce week-end, Julien Aubert? Je partage totalement ce qui a été dit. C'est lamentable. Il y a des gens qui essayent d'attiser absolument les braises de la société en espérant qu'un grand feu purificateur va permettre de régler nos problèmes. Moi, je pense que ça les aggravera. Et que les faux fuyaux d'où ils viennent, et ça fera le lien sans doute avec mon coup de gueule, d'après, doivent être jugulés, et que tous les républicains de ce pays doivent s'unir pour empêcher la situation d'empirer. Oui. Au lendemain du 8 mai, des célébrations, ce genre de marche, il n'y a pas quelque chose qui... Moi, je pense, puisque finalement, ça s'adresse aussi, nos messages s'adressent à l'ensemble de nos auditeurs et au-delà de la communauté nationale. Je pense qu'au moment où nous cherchons à refaire nation, parce qu'on voit bien qu'il y a de la fragmentation, eh bien, ça n'est pas le type de message qui sert en quoi que ce soit. Et j'ai presque envie de dire, ceux qui imaginent un instant comprendre, tolérer, considérer de telles démarches font complètement dans le mur. Ça ne nous mène nulle part, si ce n'est le fait qu'organiser éventuellement des foyers de germes d'affrontements sociaux, d'affrontements socio-ethniques, socio-communautaires. Donc ça n'est pas la peine de dire qu'on est contre le communautarisme et d'entendre, comprendre ou imaginer, accepter ce type de manifestation. On continue. Mehdi? Ouais, je suis d'accord avec l'avis de Mathieu. Il y a un point, moi, qui m'intéresse. En off, tu m'as dit qu'il y avait entre 2 et 3 000 personnes. Oh ouais. Il y a toujours eu cette parade-là. Sauf qu'avant, c'était notamment des militants de JNR, Serge Ayoub, pour ceux qui connaissent. Donc c'était encore des personnes qui
qui adorent un certain type de littérature. Mais à l'époque, ils étaient moins nombreux. Ouais, ils étaient plutôt quelques centaines. Toujours les chiffres, préfecture, organisateurs. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient moins nombreux. À l'époque, on parlait de quelques centaines de personnes. Dans les papiers que j'ai pu lire, ils étaient pratiquement 2000, mais il y avait aussi, donc, ils avaient invité, il y avait des manifestants qui venaient d'Allemagne, d'Italie. Donc, c'était pas forcément le cas avant, d'ailleurs. C'était pas forcément le cas. C'est là le point intéressant, c'est qu'on voit que c'est un mouvement qui grossit, ou du moins, c'est l'image que ça donne. Ah bah oui. C'est l'image que ça donne. Et le fait que ce soit protégé par un imposant dispositif de sécurité, certainement aussi pour s'assurer que ça ne dégénère pas dans les rues. La question aussi qui a beaucoup agité, c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'interpellation ? Beaucoup étaient masqués. Oui, beaucoup étaient masqués, ce qui normalement est interdit. En général, on se souvient de ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes. Julien, là aussi c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule qui s'est passé à Avignon, commune de Montfavet, qui est une commune qui fait partie d'Avignon, où le prêtre d'une église qui célébrait la messe du soir a vu arriver une troupe de jeunes gens qui ont dit nous voulons nous convertir, et donc on peut poser des questions, donc ils les ont fait rentrer. Et en fait, une fois à l'intérieur de l'église, ils se sont pris aux paroissiens, ils ont commencé à courir partout dans l'église, à s'en prendre physiquement au prêtre, qui a donc déposé plainte en disant qu'ils allaient brûler l'église, évidemment avec le traditionnel Allah Akbar. Et c'est un coup de gueule, d'abord parce que on peut pas mettre des policiers devant tous les lieux de culte en France, parce que on se rappelle qu'il y a quelques jours, c'est une mosquée qui avait été prise pour cible. Parce qu'en réalité, à mon avis, ça participe d'un mouvement général, qu'il s'agisse d'institutions profanes ou d'institutions sacrées, qu'il s'agisse d'une synagogue, d'une église, d'une mosquée, d'une école, d'un commissariat. Ça traduit, si vous voulez, je dirais, une forme d'attaque généralisée contre un système de liberté. Et puis ensuite, j'en veux aussi à ces jeunes parce que d'abord, ils connaissent pas leur propre texte saint, et ensuite parce que, évidemment, ce type de polémique provoque en réaction des gens qui disent on a un problème d'islam en France. Non, je pense qu'on a un problème de petits cons. Oui, c'est de la bêtise, globalement, généralement. Oui. Et j'espère que les imams, je dirais, seront solidaires. Et parce qu'à un moment donné, il faut, là encore, je dirais, c'est le lien avec ce qui était dit avant. Il faut faire très attention parce que c'est un climat qui peut, par petites touches, est en train en réalité de nous aventurer, non pas vers des grands mots, parfois j'entends, non, ça me fait plutôt penser à la guerre d'Algérie, si vous voulez, c'est-à-dire à des conflits communautaires localisés où on va s'en prendre à la communauté désignée de l'un ou de l'autre en espérant y trouver une identité fantasmée. Jean-Claude. Je partage complètement. Le député a dit une bande de petits cons, une bande de petits sauvageons parfois, et je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Et justement, ces gens-là ces jeunes ne sont absolument pas représentatifs, entre guillemets, de la communauté dont ils disent défendre les valeurs, les intérêts, la présence, etc. Donc, c'est là où c'est important parce que ce sont des phénomènes qui parfois sont isolés, sont le fruit de quelques individus et qui minent notre société et qui fracturent notre communauté nationale. Donc oui, il faut prévenir. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de culture, c'est quand on disait ils connaissent même pas leur propre culture, un peu de culture, ça permet de ne pas avoir certaines réactions. Et évidemment, sanctionner, mais j'ai envie de dire qu'au-delà de ce type de comportement, c'est qu'on a l'impression que c'est pas une impression, c'est généralisé, une sorte de contestation de tout ce qui est institutionnel, que ce soit l'autorité publique, que ce soit l'autorité religieuse, que voilà, on conteste tout et on pense qu'il y a mieux, mais j'ai envie de leur dire, ils cassent, mais pour proposer quoi finalement? L'absence de liberté, mais qu'ils interrogent ailleurs, ils verront comment, que c'est important de pouvoir être juif, musulman, catholique, tout ce qu'on veut en France, ou athée. On a ce droit-là et on n'est pas obligé de pratiquer telle ou telle religion. Mais qu'est-ce que c'est bien? Mais qu'ils réfléchissent un peu. Allez, vous ne bougez pas, Mehdi Raï, Julien Aubert, Jean-Claude Beaujour, Mathieu Bachalone. On revient dans un instant. On va évoquer donc le projet de loi, la fin de vie de retour dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Les députés vont débattre en perspective de la création d'un droit à l'aide à mourir que l'exécutif veut, lui, très encadré. Qu'est-ce que vous en pensez? On revient juste après ça. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est en compagnie jusqu'à midi avec Mehdi Raich, analyste politique, Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, ancien député, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique, Mathieu Vachalone, communicant, président de M2B Conseil. On en vient avec vous, si vous le voulez bien, à ce projet de loi, cette question de fin de vie qui fait son retour donc à l'Assemblée nationale aujourd'hui, avec 2 semaines de débat, week-end compris s'il le faut, 2 propositions de loi, ça a été scindé en 2, l'une qui va porter sur les soins palliatifs et l'autre qui est celle qui fait le plus aujourd'hui discussion, c'est sur l'aide à mourir. Si tout va bien, le vote solennel pour chacune des 2 lois est prévu aux alentours du 27 mai. Le gouvernement semble divisé sur ce texte-là, sur l'aide active à mourir. On sent la ministre de la Santé qui va porter le texte, le dit ce matin dans les colonnes de nos confrères du Parisien, c'est elle qui sera au banc. Mais hier, on a entendu Bruno Retailleau qui disait toute son opposition à un texte qui définirait un contour de l'aide active à mourir. Julien Aubert, en tant qu'ancien député, c'est un texte difficile, qui est lourd, qu'on attend depuis des années, que les familles attendent, que des malades attendent. Est-ce que vous pensez que la configuration de l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui va réussir à faire un débat digne ? On en aurait besoin. Moi, je tiens à dire que j'y suis opposé sur le fond. On en aurait besoin. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment débattre du fond ? Il y a une question intime qui est de savoir si une société peut décider la mort d'un individu. Je trouve que c'est pas une question anodine et c'est celle-ci dont on devrait débattre. Il y a une deuxième question qui est un débat honteux, qui est le débat budgétaire. On ne le dit pas, mais en réalité, l'euthanasie, ce sont des économies pour les mutuelles. Et donc vous avez des intérêts privés qui poussent à des législations sur l'euthanasie parce qu'elles font des économies. Je mets les pieds dans le plat parce que très souvent on dit... Terrible ce que vous dites. Mais non, mais vous avez une étude de la Fondapol qui le montre très très bien. Après, troisièmement, vous avez un débat faussé. C'est-à-dire qu'en réalité, on dit non mais attendez, on met des garde-fous, etc. Or, en réalité, ce que vous regardez dans les autres pays, c'est que une fois que vous avez adopté le principe, mon premier débat, eh bien, au fil du temps... La réalité, c'est que les barrières que vous avez mises vont s'émousser. Ainsi, aux Pays-Bas, vous avez une proposition de loi qui a été déposée, qui dit les gens qui sont fatigués de vivre et qui ont plus de 75 ans, ils pourraient avoir recours à l'euthanasie. Et donc, on voit bien qu'il faut avoir conscience de la finitude du débat que nous avons aujourd'hui. Si nous autorisons le principe, alors... Aujourd'hui, les limites que nous pouvons mettre, elles s'émousseront, elles seront peut-être ensuite démolies, parce que une fois que vous avez adopté le principe, après c'est juste une question de fine-tuning pour savoir si on peut mourir à 74, 75, si on a une maladie irréversible, c'est une maladie psychique, une maladie mentale, une maladie physique, etc. Sur ce sujet difficile, Jean-Claude, qui veut... Oui, moi je suis... c'est une question qui est tellement personnelle qu'on devrait en rester au stade où, en fonction des situations, et je pense que l'état du droit globalement le permet encore aujourd'hui, parce qu'on sait très bien ici ou là ce qui se passe lorsque véritablement un patient souffre tellement que son pronostic vital est engagé. C'est une sédation lente et profonde. C'est ce que reproche... je pense à Charles Bietri, qui le dit clairement, qu'il souhaiterait, alors qu'il a pris ses dispositions, atteindre la maladie de Charcot pour partir, mettre fin à ses jours hors de France, puisqu'il ne veut pas subir cette sédation lente et profonde qui consiste tout simplement à mettre le patient sans eau, sans alimentation, de manière à ce que ça s'arrête tout seul. Mais c'est ça en fait la difficulté. Mais moi là où la difficulté que nous avons, elle est de 2 ordres, et d'un ordre moral. À quel moment est-ce que vous savez, inscrire dans la loi ce qui en pratique peut se faire, ça me gêne, parce qu'effectivement le risque c'est qu'on se dise après les autres étapes viendront et qu'on ne travaille pas précisément sur à la fois la condition de fin de vie. Et dernier élément, moi j'ai compris que ça revenait beaucoup dans un certain nombre de débats, que le coût de maintenir en vie un certain nombre de personnes âgées, même lorsqu'elles ne sont pas dramatiquement malades, ça a un coût pour notre société. Est-ce que nous serions en mesure... Mais c'est une liberté d'assumer. Donc pour moi, c'est un débat qui est difficile.
qui est difficile et qui, une fois inscrit dans la loi, je crains effectivement qu'on aille encore plus loin. Il y a la loi Claes-Leonetti qui existe déjà c'est pour aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, elle n'est pas bien appliquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à des soins palliatifs, on manque de moyens. Et donc, ce qui est déplorable... 21 départements n'ont pas de soins palliatifs. Ce qui est déplorable, c'est qu'on a voté une loi qu'on n'applique pas, et on est en train d'essayer d'aller plus loin. Et en réalité, comme on sait que sur les soins palliatifs, on n'a pas les moyens, c'est plus facile de tuer les gens, entre guillemets. Non, moi, je trouve que les médecins ne tuent pas les gens, ça n'existe pas en France. Justement, les médecins ne veulent pas tuer les gens. Justement, on utilise, dans la tribune dimanche, c'est la tribune dimanche de ce week-end, dans le sondage IFOP, 74% des médecins sont plutôt pour cette aide active à mourir. Et en fait, moi, je suis, sur cette question, j'ai pas véritablement de chapelle. J'estime quand même, c'est ma propre conviction, que votre mort vous appartient autant que votre vie. Et je peux comprendre les oppositions à ça, je le comprends parfaitement. Mais pour moi, c'est pas forcément un débat d'ordre moral, puisque la morale, par définition, ça n'existe pas. On n'a qu'un sens moral. Et le sens moral, il vous appartient à vous. Donc le débat est profondément personnel et intime. Ça, je l'entends parfaitement. Et toutes les questions juridiques, n'étant pas juriste, pour moi, c'est difficile de me prononcer. Mais je disais qu'une dimension morale, lorsqu'on en vient à chiffrer la vie et à dire est-ce qu'on peut... Voilà, c'est ce dont je parlais. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que lorsqu'on se retrouve dans une situation physique, et il faut avoir accompagné des personnes qui sont dans des états très critiques, est-ce qu'on est véritablement en mesure d'exprimer une volonté, puisque tu disais à juste titre, ma vie m'appartient, tout comme ma vie, ma mort, tout ça m'appartient. Encore faut-il avoir aussi toute la question de comment la loi sera écrite. La capacité et ça change aussi. Après, je laisse Mathieu, mais ça change aussi le rapport anthropologique qu'on a à la mort. C'est-à-dire qu'on n'aura plus, si on inscrit dans la loi effectivement le rapport à la mort sera définitivement changé. Je lis donc c'est une question qui est très lourde de sens. Je lis par exemple l'interview de Catherine Vautrin qui va porter le texte. Elle dit: moi, ma position personnelle en tant que ministre, elle a changé parce que j'ai été confrontée à titre personnel aussi au cours de ma vie à des situations qui ont évolué. Donc, comme beaucoup, et je trouve ça plutôt rassurant d'avoir des responsables politiques qui peuvent changer la vie en étant confrontés au réel. On reproche suffisamment aux responsables politiques d'être hors sol et dans une bulle pour ne pas trouver ça intéressant. Alors évidemment, ce que j'espère, c'est que le débat sera à la hauteur de l'enjeu et restera digne. On voit bien la façon dont on a, même nous ici, alors que nous sommes juste sur un plateau, une certaine difficulté et beaucoup de prudence vis-à-vis du sujet pour en parler, parce que ça convoque chez nous tous un rapport à l'intime, un rapport à des histoires personnelles qui font qu'on a un éclairage qui peut être différent sur ces questions. Mais j'aurais tendance à penser que il faudra voir comment évolue le débat, mais que le texte tel qu'il est proposé, les textes tels qu'ils sont proposés, et moi j'ai lu l'interview, j'ai entendu Madame Vautrin ce matin sur BFM. Pas un mystère que je ne suis pas de la même famille politique que Madame Vautrin, mais j'ai trouvé beaucoup de prudence et beaucoup de... disons, son interview m'a rassuré, et je me dis que, pour le coup, je pense qu'elle est capable, et que les personnes qui ont travaillé sur ce texte et qui vont le porter sont capables de faire quelque chose et de sortir quelque chose. Ça montre que la société est prête à discuter de ça. D'intéressant. Oui, mais il faut en discuter. Pour le coup, il faut... Mais attention, parce que si on dit « ma mort m'appartient », alors dans ce cas-là, pourquoi mettre une limite d'âge ? Pourquoi mettre une limite de maladie ? Si ma mort m'appartient, j'ai 46 ans, j'ai envie de mourir, passé en Belgique avec donc j'ai droit à ce que... Mais ça s'appelle à la limite... c'est pas si simple que ça. Je veux dire, vous grossissez le trait, parce que là, dans le texte de loi, il y aura des conditions de santé. Mais ces conditions de santé... Il y a un corps médical, donc ça sera des décisions collégiales. Il faut bien distinguer le principe
des modalités d'application du principe. Là, vous êtes sur les modalités. Mais quand vous regardez ce qui se passait dans les autres pays, ces modalités ont été votées. Et puis après, on a raccourci le délai. Après, mais est-ce que ça veut dire... Alors, les modalités, ça se change. Je comprends. Oui, mais est-ce qu'il y a des masses de gens qui vont tout d'un coup vouloir c'est un autre sujet. Je ne pense pas que c'est pas une question liberté. Est-ce que c'est pas une liberté supplémentaire qui s'offre? Moi, je réponds sur le principe. Si on dit il faut voter, il faut un texte sur l'euthanasie, car je dirais maître de ma propre mort. L'euthanasie, c'est pas le terme, puisque ça ne sera pas a priori. C'est l'aide à mourir. Je sais qu'on joue avec les mots, mais moi j'appelle un chat un chat. Parce que là encore, c'est une manière de traverser le débat. C'est un débat sur l'euthanasie. On peut l'appeler comme on veut. La réalité, c'est que c'est de l'euthanasie. Active, passive, etc. Ensuite, vous avez effectivement un débat. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai le droit. Et ça peut se comprendre. La question, c'est, est-ce que quelqu'un va vous aider? Parce que c'est une responsabilité que vous prenez. Mais comme ça se passe en Suisse ou en Belgique. Non, mais en Suisse, c'est l'auto-administration. Oui, et en Belgique, c'est... En Suisse, vous prenez votre responsabilité. C'est-à-dire qu'on vous dit, monsieur... je vais vous raconter une histoire, Julien. C'est toute la différence. Un malade de Charcot en Suisse, puisqu'il s'auto-administre, il ne peut pas. Oui. D'accord? Donc c'est forcément un patient. Oui. À côté de lui, ou un malade, ou un proche. Mais est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un extérieur n'ait pas forcément envie de remplir cette lourde tâche? Bien sûr, mais ce malade qui a posé ces conditions-là, qui veut absolument en finir parce qu'il n'en peut plus... Oui, mais si on réfléchit par rapport au droit... Lui, il a droit à mourir. C'est toute la question en fait, au fond, ça peut même être un détournement de la fonction du médecin. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très compliqué. En fait, il y a plein de sous-questionnements. Ça nécessiterait de changer, effectivement. Même la formulation, les modalités, mais les contours sont finalement assez flous dans la loi, la manière dont c'est écrit. Juste revenir sur la question des soins palliatifs, qui est un vrai sujet, puisqu'il y a énormément de territoires où les soins palliatifs sont quasi inexistants. J'ai vu que justement dans le projet de loi, il y a un volet sur les soins palliatifs où il y a 100 millions d'euros qui sont fléchés. J'espère que on n'oubliera pas non plus les soins palliatifs qui pourront être développés en parallèle, parce que ils s'intègrent totalement dans cette gestion. Le terme est horrible et très administratif. Je suis désolé de l'employer, mais je n'en trouve pas un autre, de cette question qui est fondamentale, qui est la fin de vie digne et respectée. Vous avez dit débat, ça sera surtout l'occasion que nous puissions tous, y compris à travers les députés, mais aussi on sait bien que ce type de débat n'est pas complètement enfermé à l'Assemblée nationale, qu'on pourra réfléchir sereinement, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une position ferme et intangible face à une question dont on a dit c'est l'intime, c'est l'avenir de nos sociétés, c'est qu'est-ce qu'on met derrière, c'est aussi des politiques publiques, financement de la fin de vie au sens large, de tout ce qui est nos aînés, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fera de nous les uns et les autres. Donc oui, ce sujet est très clairement posé. Allez, sur ce discours de sagesse de Jean-Claude Beaujour, on va s'arrêter un court instant et on va trouver d'autres sujets. Moins lourd. En début de semaine. Oui, mais désolé, mais la mort c'est la vie, et inversement, on le sait très bien. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est en compagnie de Mathieu Batchalog, communicant, président de M2B Conseil, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, ancien député, Mehdi Raïch, analyste politique. On en vient à ce sondage IFOP fiducial pour le Figaro et Sud Radio sur les personnalités et le pronostic des candidatures à la présidentielle, et les cartes sont rebattues au Rassemblement national, où on semble visiblement, pour beaucoup, en tous les cas dans l'électorat, avoir d'ores et déjà tourné la page de Marine Le Pen, puisque c'est une remontée spectaculaire de la candidature de Jordan Bardella. Est-ce que ça vous surprend les uns les autres que finalement l'électorat du Rassemblement national soit déjà passé à autre chose après la condamnation, même si Marine Le Pen a fait appel, il y aura un appel, Julien Aubert, et qu'on soit déjà se tourner vers finalement la jeunesse du RN. Il y a une rupture quasiment anthropologique, c'est que jusqu'ici le RN c'était Le Pen, et donc on votait Le Pen, et donc RN. Pour la première fois, l'électorat dit mais finalement moi je peux faire sans une Le Pen. Et ça c'est quand même, je dirais, une vraie évolution. Ensuite, quelque chose d'un peu inquiétant, c'est qu'un missile judiciaire a suffi quelque part à balayer quelqu'un qui depuis 25 ans est dans la vie politique, et qui du coup, alors qu'elle n'a pas encore fait appel, était déjà en train, je dirais, de s'effacer.
Et donc ça montre quand même la force, je dirais, symbolique de la décision de justice qui lui a été administrée. Et puis troisièmement, en termes politiques, je pense que ça promet une belle guerre des chefs, parce que comme Marine Le Pen ne semble pas décidée à prendre sa retraite, je crois qu'elle va voir d'un très mauvais œil les résultats de ce sondage. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a eu des pressions venant du RN pour la remettre dans le sondage. Donc, et puis évidemment, on peut penser que du côté de Jordan Bardella, on va se dire peut-être qu'il est temps que je vole de mes propres ailes. Mathieu. Oui, c'est plutôt ça, moi, à quoi j'ai pensé quand j'ai découvert ce sondage, en me disant, ça va être, les couteaux vont s'aiguiser dans la PME Le Pen. Pas la nuit des longs couteaux, j'espère. Hein. Il y a le mot pour rire. Parce qu'on l'a déjà vu. Enfin, ça paraît de l'archéologie politique aujourd'hui, mais si on remonte à il y a 25 ans, il y avait eu. Enfin, c'était pas la même situation, mais Jean-Marie Le Pen avait eu des problèmes judiciaires, Bruno Maigret caracolait en tête des sondages, et on sait ce qu'il en est advenu. Donc c'est pour ça que je serais assez mesuré vis-à-vis du tremplin ou de la piste de décollage totale pour Jordan Bardella à 2 ans de la présidentielle. À 2 ans de la présidentielle, étant donné qu'il peut se passer quand même en dehors. Je ne crois pas l'hypothèse Bardella, mais il peut se passer beaucoup de choses. Je crois pas. On va en parler, mais au fait que voilà, c'est une espèce de... Sur le plan judiciaire, rappelons que la décision d'appel n'interviendra pas avant l'été, voire le début de l'automne 2026. Et donc d'ici là, Marine Le Pen ne peut pas dire, elle ne peut pas dire, on va être extrêmement factuel. Elle ne peut pas dire aujourd'hui je me retire dans l'attente de la décision d'appel, ou alors c'est dire je reconnais la décision qui a été prise contre moi et puis on a fauté, etc. Ce qui serait il y aurait un boomerang à l'encontre du Rassemblement national. Donc elle est obligée de rester dans la course. 2, obligé d'attendre la décision d'appel pour prendre une décision, d'aller ou de ne pas aller à la présidentielle. 3, pendant ce temps, Bardella peut pas faire semblant, donc évidemment que ça risque de provoquer beaucoup de remous au sein du Rassemblement national, parce que les 2 stratégies ne sont pas, me semble-t-il, compatibles. Alors, il y a déjà des remous au sein du Rassemblement national. Oui. Il y a la vieille garde qui est très proche de Marine Le Pen, et puis il y a les jeunes qui montent, et ce qu'on voit, c'est les prismes entre la jeune garde et les vieux. Pas tous les jeunes, parce que Tanguy, etc., il y a une partie plutôt sociale qui, elle, n'aime pas beaucoup. Mais le RN est de moins en moins monolithique. Il a toujours pas. C'est un parti qui a souvent été, notamment de l'époque de Jean-Marie Le Pen, comme un bloc. Littéralement, c'était Jean-Marie Le Pen qui incarnait le RN. Aujourd'hui, c'est de moins en moins ça. Ça devient de plus en plus une diarchie. Et puis n'oubliez pas Marion Maréchal. Je voudrais qu'on continue de décortiquer un tout petit peu ce sondage parce qu'on a du temps. Continuons sur l'échiquier politique. C'est Édouard Philippe ce matin, Naïma Moucho, qui était l'invité de Sud Radio, l'invité politique, n'écarte pas donc cette grande union, en tous les cas du bloc central pour la prochaine présidentielle, puisque pour l'instant c'est Édouard Philippe qui fait la course en tête, l'ancien Premier ministre. Pour lui, tous les voyants sont au vert, dit le sondage IFOP fiducial Figaro. Comme Alain Juppé. Voilà. 41%, plus 3% des Français souhaitent qu'il soit candidat, et 63%, c'est-à-dire plus 5 points, pensent qu'il le sera bel et bien. Ça va être lui qui va faire le lien, Julien Aubert ? Je ne pense pas, pour 2 raisons. Je crois qu'en 2027, les Français vont vouloir une alternance au macronisme et que tous ces héritiers seront, à mon avis, disqualifiés. Et en plus, il y a Gabriel Attal qui, lorsqu'il lit les sondages, se dit « mais ça n'est pas perdu pour moi, donc pourquoi est-ce que je me mettrai derrière alors que j'ai un parti plus gros, plus de moyens ?» Donc je vois plutôt, moi, une querelle Attal-Édouard Philippe. Et quid de François Bayrou. Et Darmanin. Et quid de François Bayrou. Gérald Darmanin. Darmanin, il a passé l'accélérateur. Et Retailleau va revenir englobé dans le camp présidentiel. Moi, je pense que les militants et les adhérents LR ne veulent pas d'une espèce de grande primaire du socle commun. Et en tout cas, à titre personnel, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce qu'on doit être dans une alternative. En revanche, suivant ce qui se passe au RN et notamment, les Français, vous savez, on a élu Emmanuel Macron qui était jeune. Je les vois mal élire Jordan Bardella encore plus jeune et avec moins de compétences. Ouais. Donc peut-être qu'il y a un trou de souris pour un candidat de droite classique qui serait compétent. De plus de 50 ans. Peut-être un peu plus vintage que Macron. Moi j'ai envie de vous dire que finalement, en écoutant l'analyse sur ce sondage,
on fait du parisianisme parce que lorsque je suis, mais je vais être taquin, en région et puis sur les marchés, dans les boutiques, ce dont me parlent nos concitoyens, c'est le concret, leur vécu, un certain nombre de situations, acceptables, pas acceptables, audibles, non audibles, et c'est cela qui va les intéresser, quel que soit le candidat. Si on ne sait pas proposer un vrai projet avec de vraies mesures faisables, réalisables assez rapidement, pas besoin de catalogue de mesures, mais une vision pour la France de demain, nous n'y arriverons pas. Et là-dessus, alors bien sûr, on reviendra, 2 ans c'est très long, est-ce qu'un tel, pas un tel, etc. C'est beaucoup moins la préoccupation. Oui. La préoccupation, une personne me disait samedi, non loin d'ici, oui, voilà, comment est-ce que je fais avec 900 € de retraite, comment est-ce que je fais pour faire les 2 bouts. L'autre me disait, oui, c'est inacceptable. Il y en a qui ne paient pas correctement leurs impôts et puis une partie des Français sont les noms de la France. Vous voyez, ce sont des réalités que des gens vivent. On parlait de justice tout à l'heure. On disait effectivité de la justice. On a de vrais sujets. Si nous ne parvenons pas à avoir des solutions, mais faisables, on va parler d'immigration. Si nous ne parvenons pas à avoir des solutions faisables, le reste, ce seront des discussions et puis on verra 6 mois avant l'élection. On se dira c'est plutôt un tel ou un tel. Alors, il n'y a pas que la droite dans la vie, puisque du côté gauche, Raphaël Glucksmann lui creuse son sillon. Ce que nous dit cette étude, 28% de souhaits, que 28% des Français souhaiteraient qu'il se présente. C'est plus 5 points. Il a 40% de pronostics devant Fabien Roussel, devant François Ruffin. Il dépasse même donc François Hollande et Bernard Cazeneuve. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon, lui, qui entretient un rapport ambigu avec l'opinion. Alors, il est d'une figure les plus rejetées des Français. 84% ne souhaitent pas sa candidature. Pourtant, il reste incontournable avec 53% qui pronostiquent sa présence sur la ligne de départ. Voilà à gauche. Oui, Mathieu, je suis l'original de l'étape sur la question de la gauche. Oui, alors ce qui m'attriste, mais là, je dirais que c'est pas uniquement sur le spectre de gauche, c'est sur l'ensemble de cette étude. Vous noterez qu'il n'y a pas une seule femme sur tous les, à part Marine Le Pen, il n'y en a pas une seule qui sort. La remarque que j'allais faire. Oui, c'est quand même une grosse candidate. C'est qu'on a l'impression que tout ceci a plus à voir avec le casting et avec ce que disait Jean-Claude, avec l'image qu'avec le projet. Moi, je ne saurais pas réellement vous dire et résumer quel est le programme et le projet d'Édouard Philippe. Mais ça marche aussi pour Raphaël Glucksmann, c'est assez nébuleux. Par contre, je vois très bien, en termes d'image, tout ce qui a été construit, Marine Le Pen avec ses chatons, ce genre de choses. Mais ce que je trouve assez triste, c'est de ne pas pouvoir voir émerger des idées, même si c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On retourne sur ce que je disais. Même si elles peuvent être certaines fois pas de mon. Ouais, mais tu vois, c'est le temps de la campagne qui le dira justement, parce qu'on est en train de faire le chemin inverse. Mais Jean-Claude, normalement, un projet présidentiel, ça se prépare un peu avant. Justement, un projet présidentiel, ça se prépare pas 3 ans avant, ça se prépare. Et le temps de la campagne viendra. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas la première fois, mais j'ai l'impression que c'est plutôt les écuries qui se mettent en avant avant le programme. C'est habituel. Il y a plusieurs choses. Il y a la vision. Mais est-ce que 2 ans avant, c'est sérieux, ça? Ce genre de. Moi, je pense qu'un candidat à l'élection présidentielle, il doit avoir une vision. Il l'a ou il l'a pas. Mais c'est pas son écurie qui va lui proposer. Et après, il y a les propositions. Et très souvent, on zappe la partie vision et on passe. Voilà. Et souvent même, c'est pire. Les gens disent, mais qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Parce qu'il y a une telle attente sociale, il y a des tels problèmes que les gens attendent que demain, peut-être, ça change. Et je pense qu'il y a beaucoup de verrous et que malheureusement, il y a toujours une déception. Parce que la réalité, c'est que tout à l'heure, la dame qui avait 900 € et qui finit avec 10 € à la fin du mois, quel que soit le candidat, quel que soit elle sera déçue. Elle sera déçue parce que du jour au lendemain, ça n'est pas vrai qu'on va pouvoir. Tout y allait, y compris les droits de succession. Donc, on voit bien, et en même temps, donc les gens disent on paie trop d'impôts, certains disent on parlait de la solidarité, mais on peut pas dire que les Français ne sont pas solidaires. Il peut y avoir un mauvais usage des deniers publics, mais il y a une solidarité. Regardons ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est vrai que il y a une effervescence, une déception compréhensible. Et alors, là où je pense que la vision, ça se travaille, un programme, ça s'annonce pas 2 ans avant, parce que je vais vous dire, 2 ans avant, quelle sera notre politique internationale dans 2 ans? Moi, je ne sais pas quel sera le contexte international dans une année. Et on voit bien que le contexte international a de plus en plus. Pas forcément un programme, mais au minimum un peu une orientation politique. Une orientation politique et une coloration politique.
politique. On en est là. Mais plutôt à droite ou plutôt à gauche. Pour le coup, vraiment, pardon, mais il y a un vrai sujet qui sur ça. en tête dans les sondages. Enfin, je trouve que c'est il y a deux gros sujets. C'est que je suis d'accord avec Julien. Le cœur de la vitalité démocratique, c'est l'alternance. Sauf que si vous n'avez pas véritablement de programme ou que vous n'êtes pas solide sur vos appuis, sur le prisme droite-gauche ou autoritaire libertaire, en gros, vous ne pouvez pas proposer quelque chose de cohérent. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas véritablement ça. C'est le fait qu'on ne parle que de l'élection présidentielle et tout ne tourne qu'autour de l'élection présidentielle. On a bientôt les municipales. On est dans un régime qui est hyper présidentiel. On ne parle que de ça. Les municipales, les législatives, tout n'est en fait qu'un avant-tour ou un après-tour suivant quand se passe l'élection présidentielle de la future élection présidentielle. Le quinquennat était une erreur manifeste de ce point de vue. C'est dramatique. Les grandes échéances, pardonnez-moi, mais les grandes échéances, notamment internationales, qui vont avoir un impact sur nous. On parle de souveraineté industrielle. C'est quoi notre souveraineté dans un contexte actuel? Comment est-ce qu'on l'organise? Ce sont de vrais sujets qui vont impacter notre économie. Vous parlez d'or. Je ne vais pas refaire la pub, mais vous parlez d'or. Très rapide. Mais alors, juste rapide, un dernier constat. Les partis traditionnels que sont les LR et le Parti socialiste, qui sont dans un processus traditionnel de désignation d'un nouveau chef avec des congrès, leurs candidats ou leurs potentiels candidats n'apparaissent pas dans le sondage, puisque Édouard Philippe ou Raphaël Glucksmann ne sont pas issus de ces familles politiques. Et là, il y a un point, il faudrait peut-être un jour revenir sur le caractère. D'ailleurs, les institutions de la 5e sont construites comme ça, mais le fait de croire qu'une personne, finalement, un chef va tous nous guider. Au fond, c'est toujours ça. Mais attention, le premier tour, ça va se jouer dans un si vous voulez, ceux qui pensent que c'est un collectif et qu'on va faire des synthèses, à un moment donné, c'est pas ce que je dis. Ce pays a besoin d'un chef qui assume ses responsabilités, c'est fait pour chefer, qui a une vision, qui sache où il veut aller, et surtout qui soit capable d'expliquer pourquoi il n'est pas macroniste. Là, le chef ici, c'est moi. Là, ça peut être donc là, voilà, on arrête un instant. Vous savez, pour pérenniser le modèle social français, il faut passer par l'accueil des immigrés. C'est pas moi qui le dis, c'est Terra Nova. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, c'est la dernière ligne droite jusqu'à midi en compagnie de Mehdi Raï, Julien Aubert, Jean-Claude Beaujour et Mathieu Bachalone. On en vient donc à cette étude publiée ce matin, notamment dans les colonnes des Échos. Cette étude du think tank Terra Nova, qui est classée à gauche, faut quand même le préciser, mais qui explique que pour la France, dont la population vieillit, on devra continuer à accueillir des travailleurs immigrés si nous voulons maintenir une activité économique et surtout pérenniser notre modèle social. Selon les modélisations, 250 000 à 310 000 travailleurs immigrés seront nécessaires chaque année jusqu'en 2040-2050 afin de maintenir le ratio actif-inactif et garantir la soutenabilité de notre modèle social. Sans travailleurs immigrés, notre économie vacille, disent les auteurs de ce rapport. Julien Aubert, quand on reçoit ce genre de rapport aujourd'hui, en plein débat sur la vague migratoire dont on parle beaucoup, est-ce que ça vient percuter quand même un tout petit peu les thèmes? Quelle défaite de la pensée. D'abord, c'est un modèle essentiellement, je trouve que c'est un rapport essentiellement capitaliste. C'est-à-dire qu'en réalité, le sujet, c'est de maintenir l'activité économique et la croissance. On ne se pose pas d'autres questions culturelles, identitaires, sociales. Puis deuxièmement, oui, s'il n'y a plus de boulot et si l'économie s'écroule, c'est quand même un souci. La société ne se limite pas, je le rappelle, à avoir un travail. Nous sommes d'abord des citoyens, nous formons une communauté politique. Oui, mais si personne n'a de boulot et si le modèle social s'écroule... D'accord, mais le problème à la base, c'est de dire on a un problème de natalité. La conclusion, quand on a un problème de natalité, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que la natalité revienne dans ce pays? Est-ce que, par exemple, pour les jeunes parents, il ne faudrait pas développer les places en crèche? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un débat sur le congé parental? Parce que toute femme qui vient d'accoucher vous dira qu'au bout de 3 mois, reprendre le boulot, c'est quand même pas si facile que ça, surtout quand on a une vie active. Enfin, toutes ces questions qui est l'insertion d'une vie familiale équilibrée dans une société où hommes et femmes travaillent, ça, c'est une vraie question, et moi, j'aimerais bien qu'on en débatte. On dit non, mais ça, on peut pas en débattre, de toute façon, ça sert à rien, on peut pas avoir de politique nataliste. Faisons plutôt venir des immigrés qui vont faire le travail à notre place avec une logique, pardonnez-moi, je dirais pas raciste, mais enfin
un petit peu de dire les sales boulots, c'est les extérieurs qui vont le faire. Le rapport ne parle pas que de ça. Hein. Oui, non, mais moi ce que je retiens, c'est de dire nous avons des emplois non qualifiés qui vont se libérer parce qu'ils ne parlent pas de faire venir des chercheurs ou des. Le problème ne se situe pas là. Ce sont plutôt des personnels non qualifiés, donc il faut maintenir ça. Moi je trouve que c'est très réducteur comme pensée, très réducteur à la fois dans l'ambition et ensuite dans le traitement du problème initial. Mathieu. Moi, par principe, je me méfie toujours de ce qui vient de Terra Nova parce que c'est, je pense, un institut qui a fait énormément de mal à la gauche, notamment à la gauche républicaine. Je vous rappelle que Terra Nova, c'était sur une pleine page dans les Échos. On ne peut pas qualifier de journal d'extrême gauche. Je dis pas ça. Je dis juste que Terra Nova, c'est pour moi, ça restera à jamais le think tank qui a dit il faut abandonner les classes populaires et les ouvriers parce qu'en fait ils votent pas pour nous, donc la gauche devrait se concentrer sur autre chose. Voilà. À partir de là, on sait pourquoi ça a décroché. Il faut pas s'étonner que les classes populaires, en grande majorité, votent pour le Rassemblement national. Donc déjà, pour moi, Terra Nova, c'est ça. Deuxième chose... Je défends pas Terra Nova, mais ce constat-là a déjà été fait aussi par des syndicats patronaux qui ont dit et qui ont souligné qu'il fallait... Voilà. Et moi, je suis un homme de droite... Et je vous dis que cette espèce de politique pro-migrationniste, d'accord, vous avez l'extrême gauche qui la veut pour des raisons de diversité, etc. Et on voit le modèle qui s'écroule. Et de l'autre côté, une forme de droite libérale qui vous dit c'est très bien parce que ça nous permet d'alimenter notre petit modèle de travailleur. Je suis désolé, ça fait abstraction de ce modèle-là qui fait actuellement, qui permet à l'Espagne d'avoir une économie assez florissante. D'accord. Alors moi, je suis de gauche pour le coup, et je suis totalement conscient qu'on ne peut pas rester dans un univers totalement clos, n'accueillir absolument aucun travailleur immigré et penser qu'on peut s'en sortir uniquement entre nous. Cependant, ce qui me choque, c'est d'avoir cet argument purement économique, effectivement, en disant, en gros, au lieu d'essayer d'améliorer la situation, au lieu d'essayer d'augmenter les salaires, au lieu d'essayer d'augmenter la situation ici, essayer d'accueillir les personnes immigrées dans des bonnes conditions, là, j'ai un peu l'impression qu'on les fait venir. On a comme variable d'ajustement. C'est l'immigration choisie ? C'est une variable d'ajustement. Une variable d'ajustement. Sur 150 000 personnes par an, on est plus en choix. Sur quand même s'il y a de l'immigration qualifiée, sur quand même pas mal aussi de métiers qui sont pas qualifiés. Et je reste quand même persuadé qu'il y a un petit côté colonialiste qui ne dit pas son mot, d'une certaine gauche un petit peu privilégiée du centre urbain, qui a très envie d'avoir encore un migrant en situation plus ou moins régulière qui vient lui livrer son En 2022, la France a accueilli 331 000 immigrés. Terra Nova propose et dit il faut 250 000 à 310 000, donc on est en dessous. Moi, je voudrais réagir parce qu'effectivement, je suis profondément choqué par l'approche qui me semble une approche purement marchande d'hommes et de femmes. Vous voyez, nous sommes le 12 mai et le samedi dernier, c'était la journée nationale pour la commémoration des esclavages, de l'esclavage et des abolitions. Et je trouve que on est passé un peu rapidement sur cette journée. On oublie que effectivement la traite négrière a eu une dimension purement commerciale. Les esclaves avaient un prix et puis il y avait une dimension économique derrière. Donc c'est pour se dire, faisons attention à ce que le rapport humain ne soit pas qu'un rapport commercial, même au XXIe siècle. Je pense qu'effectivement, il nous faudrait plutôt réfléchir à ce que nous voulons pour la société française, parce que pourquoi est-ce qu'on dit il n'y a pas assez de travailleurs pour pouvoir faire le boulot et ne pas se poser les vraies questions? Oui, c'est vrai qu'il y a une politique familiale qui est encore en panne. Oui, c'est vrai qu'il faut se poser aussi la question de la durée du travail en France. Pourquoi est-ce qu'on irait simplement commander des immigrés qui feraient un travail dont effectivement qu'on ne souhaite pas forcément faire. Je trouve que je trouve que ce sujet est inconvenant. De la manière dont il est abordé, il est inconvenant pour toutes ces raisons. Parce que c'est une donnée, c'est montré purement statistique. En fait, derrière ces chiffres, il y a des réalités humaines. Donc déjà, ça serait les nier. Moi, ce qui me pose véritablement problème. Quand on fait venir des personnes, comment on les intègre, comment elles sont intégrées. Si c'est pour se retrouver sous le périph' à Saint-Ouen, ça sert strictement à rien, honnêtement. Donc venant d'un... Là, on parle d'une immigration pour travailler. Hein. C'est une immigration choisie. Les fameux métiers en tension, dont on attend toujours la liste. Est-ce que c'est les Uber 61% des aides à domicile en Ile-de-France sont d'origine étrangère. Absolument. Il y a ça, c'est pas... Et pour les faire travailler, un médecin sur 5 exerce
médecin en France aujourd'hui est un diplôme étranger. Mais c'est pas. Alors pourquoi est-ce qu'un médecin sur 5 toute cette histoire, parce que nous-mêmes nous avons mis des quotas tellement bas pour les facultés de médecine dentaire par exemple, où un médecin, un orthodontiste me disait mais on a des quotas tellement bas qu'on va avoir du mal à avoir suffisamment de médecins français pour pouvoir soigner des Français. Donc là il y a un sujet. On ne peut pas simplement dire, pardonnez-moi d'insister, dire qu'on va passer commande d'immigrés. C'est choquant sur le plan moral. On va passer commande parce qu'on en a besoin et lorsqu'on n'en aura plus besoin, on va les renvoyer. Et c'est la gauche qui propose ça. Moi, ça me choque. Pardonnez, mais ça me choque. Je suis d'accord. Mais en fait, je vais rejoindre Julien sur un point. Tu as parfaitement raison. Je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Donc, Mehdi est d'accord avec Jean-Claude. Il y a un point finalement. Sur un point avec moi. Voilà. Non, mais ça va te rejoindre. En fait, finalement, se pose derrière la question de la soutenabilité du modèle social français. Et c'est-à-dire qu'on est prêt à faire marchandisation des gens pour soutenir ce modèle-là. C'est-à-dire qu'au lieu de repenser notre modèle, peut-être de penser la rationalité, la dépense publique, l'efficience de l'État, on est prêt à faire, on va comprendre les personnes qui vont venir sur le territoire français comme une pure statistique. Alors je vais pas encore défendre Terra Nova, mais ils expliquent en fait. Vous êtes avocat là. Non, je suis avocat. Ils expliquent en fait, ils sont partis du chiffre actuel d'immigrés, c'est aux alentours de 330 000 actuellement. La part d'immigrés dans la population française, c'est 10,7% selon l'INSEE, et pas 25% comme on peut le lire ici et là. Et ils disent, si on veut rester sur ce modèle social. Sur ce modèle. Voilà. C'est bien la question de la soutenabilité du modèle social qui est posée. Donc, le problème n'est pas on ne peut pas résoudre ce problème en disant on va importer plein de gens. Mais ils viennent déjà. Mais la question, elle n'est pas ici. La question, elle est la manière dont on fait. Non, mais je veux dire, il faut arrêter de prendre l'immigration comme la météo. De dire, cette année, on a eu de la pluie, cette année, on a eu des immigrés. À un moment donné, on a des frontières, on choisit qui rentre sur le territoire. Pas uniquement. C'est ce qu'ils proposent, l'immigration choisie. L'immigration choisie, c'est de dire, j'ai besoin, par exemple, de chirurgiens parce que dans cette spécialité, j'en ai pas. Je vois qu'il y a des chirurgiens dans tel pays, je les fais venir. Ou de chercheurs. C'est pas de dire, je prends des masses de gens de 250 000 et après, je vais les former. Mais c'est ce que propose Terra Nova. Deuxièmement, on meurt de cette manière de faire de la politique, c'est-à-dire une approche comptable. On part des choses et on dit on va et ensuite sans avoir de réflexion sur ce qu'est une société. Enfin, il n'y a qu'à se balader dans le pays pour réaliser que nous avons aujourd'hui des problèmes de communautaires, des problèmes de sécessionnisme culturel, des problèmes parfois d'islam politique. Ce pays, et on voit bien d'ailleurs dans le débat politique que le RN est monté à des pourcentages inédits. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des gens qui disent qu'il faut continuer encore d'alimenter la machine. Enfin, tous les immigrés ne sont pas tous... non, mais enfin, aujourd'hui... Il y a des gens qui arrivent d'Amérique latine, qui arrivent... Le problème n'est pas l'immigration d'Amérique latine. Aujourd'hui, vous avez une majorité de gens qui viennent d'Afrique noire et d'Afrique subsaharienne. D'accord ? Ils ont du mal à s'intégrer. Nous avons des écoles où désormais, nous avons 90% des enfants qui sont d'origine immigrée. Par conséquent, ils se retrouvent en situation d'échec scolaire parce qu'on n'arrive même pas à leur apprendre le français. Ce ne sont pas les parents qui peuvent assumer ce rôle à la maison. Nous avons des concentration de pauvreté dans les bordures des villes, voire dans certains départements. Et on en arrive au stade périphérie n'est plus respecté. Voilà, et nous arrivons au stade où le moteur d'intégration ne fonctionne plus, il fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens fuient. C'est peut-être plutôt ça le vrai sujet. C'est le moteur d'intégration. Quand vous avez une inondation, vous commencez par couper le robinet. Quand on accueille des personnes chez soi, on a aussi un impératif de responsabilité vis-à-vis de ces personnes. On a un devoir de responsabilité vis-à-vis de ces personnes. Je rappelle qu'au Canada, quand même, ils font venir des immigrés en les choisissant par rapport à la qualification. Oui, mais justement, mais en France, on a pendant des années, et on l'a vu comment ça s'était passé à la fin des années 70. Le regroupement familial, par exemple, le regroupement familial qui sur le papier, d'un point de vue humain, se comprend, se justifie. Dans les faits, n'a pas été du tout une réussite. Et on voit que le pays qui accueille a un devoir d'accueil, c'est-à-dire un devoir de bien accueillir les personnes. Voyez, c'est pour... Donc si c'est pour faire venir énormément de personnes, et on revient à la question, et faire en disant nous c'est plus notre problème, de toute façon ils sont là, ils bossent, mais alors par contre pour se loger, ils se démerdent. Je pense que c'est assez égoïste de la part de... C'est bien la raison pour laquelle je dis que ce type de sujet, ça peut pas être comptable, ça peut pas être présenté comme ça suppose qu'on réfléchisse à notre avenir, ce que nous faisons ensemble et comment nous le faisons. Pardonnez-moi, ça a l'air peut-être un peu simpliste, mais c'est avant tout, pensons à nos
notre société de demain, parce que quand vous parlez de modèle social, on peut pas juste dire on veut que ce soit les choses seront demain en l'état. Non, le modèle français est appelé à évoluer. Après, il faut réfléchir vers quelle évolution, parce que les choses, la vie n'est jamais figée. Il faut arrêter d'imaginer qu'on va faire les choses de manière figée. Le modèle évoluera. Conclusion de Jean-Claude Beaujour, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord. En tous les cas, on se retrouve demain. Merci à tous les quatre. Dans un instant, après l'info, c'est André Berkoff. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.